haineuses, crimes haineux, accès aux lieux religieux ou culturels. La réunion se déroule en format hybride. Ceux qui sont en personne et à distance par Zoom. Je voudrais demander à tous les participants en personne de consulter les lignes directrices inscrites sur les cartes qui se trouvent devant vous sur la table. Ces mesures sont en place pour aider à prévenir les incidents audio et les chocs acoustiques et pour protéger la santé et la sécurité de tous les participants et surtout les interprètes. Remarquerez également qu'un code QR figure devant vous sur la carte et vous renvoie une courte vidéo de sensibilisation. I want to take a few comments. J'aimerais faire quelques commentaires à l'intention des témoins et des membres du comité. Veuillez attendre que je vous donne la parole avant de parler. Pour ceux qui participent par vidéoconférence, cliquez sur l'icône microphone pour activer votre micro et veuillez vous mettre en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Pour ceux qui utilisent Zoom, vous pouvez sélectionner le canal d'interprétation approprié au bas de votre écran. Vous avez le parquet, l'anglais ou le français. Pour ceux qui se trouvent dans la salle, vous pouvez utiliser l'écouteur et sélectionner le canal souhaité. Tous les commentaires doivent être adressés à la présidence. Si vous souhaitez la parole, veuillez lever la main. Pour les députés sur Zoom, veuillez utiliser la fonction lever la main. Le greffier du comité qui est à ma gauche et moi-même ferons de notre mieux pour maintenir l'ordre de parole et nous vous remercions d'avance de votre patience et de votre compréhension à cet égard. On that last note, the committee is gracious. Sur ce, le comité permettra quelques questions de la députée Idlaut à la fin de la réunion. Donc, nous allons aller jusqu'à 45 %. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à nos témoins. Nous avons le ministre de la Justice, l'honorable Sean Fraser. Nous avons Du Canada, Owen Ripley, sous-ministre adjoint principal. I will introduce the second hour's witnesses. Je présenterai les témoins de la deuxième heure en temps opportun. Pour la présentation aujourd'hui, vous avez 5 minutes. Sans plus tarder, à vous la parole. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de la loi sur les crimes haineux. Il faut réfléchir en tant que Canadien au fait qu'il s'agit d'une promesse de ce pays, le fait qu'on vive en liberté, peu importe la couleur de notre peau, le Dieu auquel on prie ou la personne qu'on aime. Malheureusement, trop de Canadiens n'ont pas ces libertés de base, non pas par la loi, mais trop souvent parce qu'ils sont victimes de haine dans leur communauté. Pour les citoyens du Canada de vivre leur vie avec des libertés. Malheureusement, il y a beaucoup d'exemples quand des personnes fassent la discrimination, les infractions de la haine. This is a problem in Canada. Il s'agit d'un problème au Canada qui est pire depuis la fin de la pandémie de COVID-19. Il se manifeste de façon très humaine, difficile. Nous avons eu l'occasion de parler à des gens qui font face à la discrimination. Ce n'est pas seulement de la discrimination. Il s'agit de bombes dans les synagogues, de la désécration de notre monument commémoratif de l'Holocauste. Les gens ne se sentent pas libres de pratiquer leur religion. Il y a la question de l'antisémitisme, et ce n'est pas limité à une seule religion. J'ai eu l'occasion de discuter avec des membres de la communauté musulmane, sikh, chrétienne, qui disent que lorsqu'elles ne peuvent vivre leur vie librement en public, c'est difficile. Lorsqu'on discute avec des communautés assujetties à la haine, ce n'est pas limité au contexte religieux. J'ai parlé à des membres de la communauté queer qui m'ont dit que c'est difficile lorsqu'ils sont victimes de haine, mais lorsqu'ils lisent des articles dans les nouvelles, il y a beaucoup d'inquiétudes. There are people who shared with me that they fear to even. Des gens disent qu'ils ont peur de tenir la main de leur partenaire parce qu'ils pourraient vivre la violence. Il faut faire plus que d'offrir nos prières et à ceux qui sont victimes de haine
Maintenant, le projet de loi C9. Dans l'élection précédente, la dernière élection, j'ai promis de modifier le code criminel pour que les gens puissent participer à leurs activités religieuses dans les églises, les mosquées, les synagogues et autres lieux. Il faut réaliser que la haine ne se limite pas aux institutions religieuses. Ce projet de loi comprend la criminalisation de l'intimidation de ceux qui vont dans ces édifices. Eh bien, il y a aussi l'obstruction de ces installations. Eh bien, nous allons au-delà de cela. Il y a un crime contre la foi. C'est dans nos communautés, dans nos parcs, dans nos rues, dans les universités, dans les épiceries. Cette accusation va aller au-delà des accusations existantes où il y a une probabilité, lorsqu'on commet un crime contre une personne, en raison de qui ils sont, on reconnaît que ce n'est pas seulement la victime qui subit les conséquences lorsqu'il y a un acte haineux. Cela se répercute sur toute la communauté. Des gens ont de la difficulté avec ces expériences. En plus de l'intimidation et de l'obstruction, il y a aussi un nouveau crime. Donc, la promotion délibérée de la haine par les symboles haineux. La promotion de la haine est un crime en ce moment, mais cela reconnaît que l'outil utilisé pour commettre un crime empire l'impact sur la victime et, dans ce cas-ci, pour une communauté particulière. Au-delà de ces mesures, nous avons entendu clairement les forces de l'ordre et les communautés qui sont assujetties à la haine que les accusations ne sont souvent pas portées. Nous savons que nous avons environ 5 000 crimes haineux rapportés en 2023. C'est la dernière année où nous avons les données complètes. Ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé. Nous avons entendu haut et fort qu'il y a des difficultés à comprendre la définition et le processus administratif. Voilà pourquoi nous avons ajouté des précisions pour codifier la définition de la haine et retirer l'exigence du consentement du procureur général. Pour continuer la conversation, mais j'espérais que vous avez des opportunités pour engager dans ce projet de loi qui est très important pour protéger la communauté en situation minoritaire et assurer tous les Canadiens à l'habilité de vivre leur vie avec liberté dans chaque communauté partout dans notre pays. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le ministre. Nous aurons au moins le temps, je pense, pour 2 rondes quasiment complètes, sinon une troisième. L'ordre est ce qui suit. De un, M. Brock, qui, je comprends, partage un peu de son temps avec M. Gill pour 6 minutes. Ensuite, le député Housefather. Et ensuite, évidemment, le député Fortin. 6 minutes chaque. À vous la parole, M. Brock. Thank you, Chair. Merci, Monsieur le Président, ministre Fraser, les hauts fonctionnaires, merci d'être avec nous. Depuis que le gouvernement a pris le pouvoir en 2015, le crime est hors de contrôle. Les crimes violents ont monté de 55 %, les homicides de 30 % les assauts sexuels de 76 % les crimes par arme à feu de 130 % et l'extorsion 330 %. Et au cours des 570 derniers jours, votre gouvernement a seulement présenté 2 projets de loi sur la justice, le C-63 et le C-9, qui ne font rien pour traiter des récidivistes violents. Pourquoi, en 1 an et demi, votre première législative est un projet de loi qui restreint la liberté d'expression et ne protège pas les Canadiens des récidivistes violents? Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à mon collègue, je crois que la question diminue l'importance du projet de loi que nous discutons aujourd'hui. Les crimes haineux ne sont pas moins urgents. Les membres des communautés vivent une réalité difficile en raison de la haine qui est dirigée vers eux. À mon avis, ce n'est pas la bonne façon de mener la discussion. À titre d'information, comme nous l'avons discuté en privé, depuis l'automne, je suis à ce poste seulement depuis quelques mois, mais nous avons déposé le projet de loi que
qui est celui-ci. Nous aurons aussi des réformes sur les libérations sous caution. Et le troisième projet de loi sera sur les actes sexuels répréhensibles. Le ministre devrait être court dans ses réponses, mais laissez-le finir sa phrase. Mais je vois je regarde le temps que ça m'a pris pour la question. Eh bien, maintenant, je lui ai donné le même temps pour répondre. Est-ce que j'ai mon temps? En 2015, il y a eu 332 000 incidents de crimes violents. En 2024, il y en avait presque 592 000. C'est une augmentation de plus de 50 %. Peu importe comment on regarde les choses, le crime est pire qu'en 2015. Êtes-vous prêt à accepter la réalité ou allez-vous choisir d'ignorer ce qui se passe au pays? Je peux reconnaître que les crimes et les crimes violents sont un problème au Canada. Voilà pourquoi nous allons de l'avant avec un projet de loi, ou du moins un agenda législatif fort. Il faut réaliser qu'il y a d'autres solutions, en plus de nos changements au projet de loi sur les libertés sous caution. Il y aura aussi des investissements avec plus de procureurs, d'agents de la GRC et d'agents à la frontière. Nous avons différents investissements qui vont permettre de retirer aussi d'aider les jeunes à risque. Il est clair, nous devons agir pour renforcer le droit pénal au Canada. Les conservateurs ont présenté presque 20 projets de loi sur les différents problèmes criminels, alors que votre gouvernement en a seulement déposé 2. Allez-vous appuyer des projets de loi d'initiative parlementaire présentés par les conservateurs? Nous n'avons pas de règles sur l'appui ou le rejet des projets de loi selon la source de ces changements proposés. Nous les étudions de façon indépendante, peu importe quel parti les dépose. J'ai eu des discussions avec vous, M. Brock, mais aussi avec nos collègues comme M. Caputo. Je vais travailler de bonne foi. S'il y a des défis qui nous mènent à croire que ce ne serait inconstitutionnel, eh bien, on n'ira pas de l'avant. Allez-vous retirer le principe de la retenue dans le Code criminel pour empêcher les criminels violents d'être relâchés ou libérés? Il y aura une façon dont le principe est codifié dans le Code criminel. L'annulation de ce principe n'est pas nécessairement la bonne façon d'avant parce que le principe de la retenue est reconnu par la Cour suprême du Canada. Merci, Monsieur le ministre. Le mois dernier, en réponse à l'annonce conservatrice, vous avez dit que nous sommes au Canada, ce n'est pas le Far West. À Edmonton, plus de 80 tirs ont retenti à un bar. Il y a 3 qui ont été blessés. À Toronto, un jeune de 19 ans a été tué dans une toilette de centre d'achat. À Ottawa, une femme juive a été attaquée parce qu'elle était juive. Elle a dû aller à l'hôpital après une blessure au couteau. Aussi, un homme qui était recherché au Canada a été arrêté à la suite d'une invasion de domicile où le propriétaire a été tué. Ceci se produit partout au pays, chaque semaine. Si ce n'est pas la définition du Far West, quelle est la vôtre? La discussion est importante. Les Canadiens devraient savoir qu'ils ont le droit de se défendre s'ils font face à de telles circonstances. Ils peuvent utiliser la force raisonnable pour ce faire. La proposition que vous suggérez a créé de nouveaux dangers. Au Texas, un jeune de 12 ans a été tué par une personne qui croyait qu'il pourrait être quelqu'un qui allait faire une évasion de son domicile alors que ce n'était pas le cas. Qu'il s'agisse de différentes circonstances déraisonnables, eh bien, les policiers devraient pouvoir prendre une décision indépendante. La loi a été établie par Stephen Harper. En fait, je l'appuie. Vous avez le droit de vous défendre dans votre maison. Il faudra avoir l'occasion de discuter le projet de loi sur les crimes haineux et sur la haine.
Merci. Le député Housefather, à vous la parole. You use this time. Anthony, it's all yours. Yeah. I believe. Anthony, à vous la parole. Madame Dillon veut d'abord prendre la parole. You're sure? Okay. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous. J'ai été surpris et déçu que M. Brock a dit que ça restreint la liberté de parole. Il y en a beaucoup d'antisémitisme au Canada depuis 2 ans. Les gens de la communauté juive ne se sentent pas en sécurité au pays. L'an dernier, le comité a étudié à ma demande. We did a study that. Nous avons procédé à une étude sur l'antisémitisme et quoi faire pour le contrer. Certaines recommandations sont un projet de loi. Vous connaissez l'étude du comité de l'an dernier? La recommandation dit que le gouvernement fédéral ou le Parlement crée une nouvelle infraction d'intimidation dans le code criminel pour protéger l'entrée aux centres communautaires et aux lieux de culte et à d'autres situations où ces édifices sont bloqués. Est-ce que c'est dans le projet de loi? Oui, c'est dans le projet de loi. La recommandation avait un soutien multipartite, y compris des conservateurs. La recommandation 15, et vous avez aussi ajouté une infraction d'obstruction. Donc, la recommandation, qu'est-ce que le gouvernement du Canada considère retirer l'obligation d'avoir le consentement du procureur général pour aller de l'avant avec la poursuite d'un crime haineux? Oui, et cette recommandation était appuyée par beaucoup de partis, la plupart des partis, dont les libéraux et les conservateurs. Donc, par exemple, autre recommandation qui était d'empêcher d'afficher des symboles haineux. Oui, c'est dans le projet de loi et j'ai réalisé que ça avait un soutien de tous les partis. La recommandation 17, que le gouvernement du Canada travaille avec les forces de l'ordre au pays pour développer une définition standardisée des crimes haineux, des incidents haineux. La définition de haine dans cette recommandation est dans le projet de loi aussi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, on étudie les faits. Et depuis un certain temps, il y a beaucoup de gens, y compris moi, qui ont critiqué les mots et le fait qu'on n'ait pas agi. Eh bien, n'est-ce pas, dans ce projet de loi, n'avons-nous pas les actions qui ont été demandées pour faire face à la hausse de l'antisémitisme et les autres formes de haine? Oui, tout à fait. C'est une grande motivation pour agir. Et j'aimerais dire, M. Housefather, merci pour votre travail au sein du comité et en général pour faire avancer des mesures pour contrer la haine au pays. Le processus d'élaboration du projet de loi est fondé sur le travail des parlementaires. Nous n'avons pas voulu en faire une affaire partisane. Nous voulions aller de l'avant avec le soutien de tous les partis. J'espère qu'on pourra en arriver là. Moi aussi. J'aimerais vous poser une question qui fait partie du projet de loi, mais qui est un peu connexe. Au pays, il y a différents enjeux de compétences. On l'a vu dans ce rapport. Multiples reprises, qui a la juridiction provinciale qui était là. Bon nombre des enjeux qui préoccupent les gens, les manifestations qui ont eu lieu, y compris le 7 octobre à Toronto, à Montréal, qui ont entre autres fermé l'Université Concordia, eh bien, ce ne sont pas des choses illégales. Vous avez parlé d'établir le ton à ce qui est légal ou non. Mais en tant que Canadien, quelles sont nos valeurs? Pouvez-vous nous répéter ce que vous avez dit lors de cette conférence de presse? Tout à fait. Les Canadiens veulent que le gouvernement fasse preuve de leadership pour combattre la haine dans nos communautés. Nous voulions être leaders en présentant un projet de loi qui criminalise les comportements qui ont une culpabilité morale avec un seuil qui les amène dans le
contexte criminel. Il y a beaucoup d'actes qui peuvent sembler offensants, mais qui ne sont pas de la haine en fonction du code criminel. Il faut condamner quand même ces actes parce que si on ne se mobilise pas contre la haine, eh bien, ça a un impact négatif dans nos communautés. Il faut faire preuve de leadership dans nos actions législatives, mais aussi dans nos actions et nos paroles. Lorsqu'il est question de haine ou de discrimination, peu importe son contexte, nous sommes tous responsables, peu importe le parti, d'agir de façon informelle et formelle pour démontrer que tous les Canadiens ont une place au pays. Bon, les lois n'ont pas été mises en application par les municipalités et les autorités sur le terrain. On a dit que le gouvernement fédéral pourrait leur dire d'appliquer les lois actuelles, mais le gouvernement fédéral n'a pas de pouvoir ou de compétences pour dire aux forces policières locales comment opérer dans nos villes, que ce soit Toronto ou Montréal. Ne croyez-vous pas que cette loi envoie un signal aux provinces et municipalités et aux forces policières à savoir à quoi s'attend le gouvernement fédéral pour appliquer la loi? It does two things. Oui, le projet de loi accomplit deux choses. Tout d'abord, on établit le ton, comme vous l'avez indiqué. En outre, le projet de loi fait en sorte qu'il est plus facile pour les policiers de faire leur travail en précisant des choses et en éliminant l'étape du consentement du procureur général. Donc, dans les faits, ce sera plus facile de déposer des chefs d'accusation pour les policiers. Merci. Martin, la parole est à vous. Comme d'habitude, 6 minutes pour commencer. Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, j'aurais certains aspects de C9 que je voudrais regarder avec vous, mais je vais commencer avec un qui me saute aux yeux. C'est qu'il semble que les dispositions que prévoit C9 pour lutter contre la haine ou l'antisémitisme, et ainsi de suite, existent déjà au Code criminel. Je comprends que ce n'est pas exactement le même texte, là, mais il y a déjà des dispositions qui prévoient, par exemple, que quiconque préconise ou fomente le génocide commet un acte criminel, c'est 318. Inciter à la haine, 319. Fomenter la haine, 319 encore. L'antisémitisme, encore 319 à 2.1. Motiver les crimes par des préjugés ou de la haine, une autre infraction qui existe à 430. Alors, je ne veux pas faire une énumération exhaustive, mais il y a la plupart des situations que C9, sur lesquelles C9 veut légiférer existent déjà. Êtes-vous en mesure de me dire pourquoi vous avez jugé nécessaire de déposer un projet de loi qui vient en substance reprendre ces mêmes situations-là pour en faire des crimes avec un autre libellé, un autre numéro d'article? Je comprends le point, mais je ne suis pas en accord. Il y a des nouveaux offenses comme intimidation, obstruction. Mais je prends le point. Mais juste pour la réponse, il est essentiel de comprendre le penalty a changé quand nous ajoutons une autre charge, une fraction criminelle pour la haine, parce que quand la motivation pour la haine et la couleur de peau pour une autre personne, nous avons besoin d'avancer des pénalités plus sérieuses et aussi recogniser l'impact n'est pas juste sur l'individu individuel, mais pour toute la communauté. Aussi, avec les nouvelles charges pour la promotion volontaire de la haine, just maybe in English, because I have limited time, I don't want to take yours. Je vais poursuivre en anglais parce que je sais que le temps nous presse. Parfois, prenez la question de l'agression et de l'agression armée. Sans armes, c'était tout de même un délit criminel, mais avec armes, c'est plus grave. Le criminel était déjà pas suffisante. Par exemple, là, fomenter la haine. Bon, ça existe déjà. Il y a une peine de rattacher à ça. On peut bien dire qu'on ajoute 6 mois ou qu'on enlève 1 mois. Ça ne changera pas grand-chose. Mais on avait proposé au Bloc québécois un projet de loi lors de la dernière législature, vous vous en souvenez sûrement, qui proposait d'éliminer les défenses d'exception religieuse. Alors, fomenter la haine, fomenter l'antisémitisme, à 319
paragraphe 3 ou paragraphe 3.1, on pouvait prétendre avoir une bonne défense si on avait agi sur la foi d'un texte religieux auquel on croit. Est-ce que ça vous apparaissait pas plus utile? Je ne le retrouve pas dans C9. C'est possible. J'ai une invitation, inviter des témoins pour avoir la discussion. Et si le témoignage convaincu la majorité de ce comité, ce n'est pas un problème pour moi. Mais quand j'ai regardé l'exception qui existe maintenant, il y a une obligation pour le discours d'être les bonnes voix. Ce n'est pas bonne voix quand une personne utilisait la raison religieuse pour justifier un argument de tuer des autres personnes. Mais c'est possible pour moi de considérer la recommandation de ce comité. Et si vous voulez ajouter un amendement, c'est possible pour le comité de changer la loi. Merci, M. le ministre. Mais peut-être par amendement, mais j'aurais aimé le retrouver là parce qu'il me semble que ça va de soi perdre, pas perdre, mais en tout cas consacrer une partie du peu de temps qu'on a en comité pour revenir sur une évidence. Je vous lis le texte, ça dit « Lorsqu'il a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument. » Moi, ça me semble évident que ça n'a pas d'affaire dans notre code criminel, cette défense-là, en 2025, mais j'aurais espéré que ce soit également votre avis. Combien il y en a de crimes? Vous avez dit, je crois, lors d'une conférence de presse, autour de 5 000 crimes haineux par année. Il y en a combien de poursuites ont été intentées pour des crimes haineux? Est-ce que vous le savez? I don't have the... Je n'ai pas le nombre de poursuites sous la main. Nous pourrons vous la fournir a posteriori. Est-ce qu'il y a eu autant de poursuites intentées que de crimes haineux qui ont été commis? I expect not. Non, je ne crois pas. Not too. Moi non plus. Si la défense d'exception religieuse n'a pas à voir avec le fait qu'on n'a eu peut-être pas autant de poursuites que de crimes commis, parce que le procureur de la Couronne, qui doit décider s'il va intenter un recours ou non, doit sûrement se poser la question, est-ce que mon accusé va avoir une défense raisonnable ou pas? Je vous suggère que réfléchir à cette question-là de la défense d'exception religieuse serait peut-être une bonne idée pour la suite des choses. Et rapidement, il ne me reste pas grand temps, mais la définition de haine au Code criminel, est-ce qu'elle vous apparaît justifiable ou trop large ou trop étroite? Je parle de ce que vous proposez à C9. La définition de haine proposée atteint un bon équilibre à mes yeux. Nous voulons répondre aux demandes des forces de l'ordre qui ont demandé des précisions. Mais le but n'était pas de changer la définition qui existait déjà. Elle provient de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. On a voulu simplement apporter des précisions à l'intention de ceux responsables d'appliquer la loi. Bon. Mon temps est fini? Oui. Merci. Ceci complète la première ronde. In the second round, we have... Nous aurons 5 intervenants. Monsieur Baber, qui disposera de 5 minutes. Monsieur Chang, 5. Monsieur Fortin, 2 minutes 30. Madame Dillon, par la suite. Monsieur Baber, la parole est à vous. Oui, je représente l'une des plus grandes communautés juives du pays et j'en fais partie. Depuis que le gouvernement libéral est au pouvoir, les crimes contre la communauté juive ont quadruplé. Je crois que c'est en raison de l'échec de votre gouvernement qui n'a pas protégé la communauté juive. Nous avons connu la pire attaque terroriste de notre époque. Alors, ne prétendez pas nous venir en aide. Si le C9 est adopté, il criminalisera du discours qui n'est pas criminel à l'heure actuelle. Depuis 35 ans, nous nous sommes servis de la définition de la haine qui provient de la Cour suprême dans l'affaire Kickstra. C'est un sentiment plus fort que le dédain où l'aversion est comportant de la détestation ou du dénigrement. Vous voulez codifier la jurisprudence, c'est ce que vous dites, mais la définition que vous proposez est différente. C'est le sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion est comportant de la détestation ou du dénigrement. Vous avez enlevé les mots de nature intense et extrême qui étaient présents dans la définition de la Cour suprême. Pourquoi tentez-vous de
d'amoindrir l'intensité de la définition? Alors, la réponse est non. Dans votre préambule à la question, vous avez dit qu'il y avait du discours haineux qui ne serait pas criminalisé. Vous piquez ma curiosité. Avez-vous des exemples de discours haineux qui ne devraient pas être criminalisés? Non. Je dis que nous avons des exemples concrets provenant de la Cour suprême. Et votre gouvernement cherche à diluer la définition de la Cour suprême en éliminant les mots d'une nature intense et extrême. Pourquoi? Lorsque j'ai passé en revue la définition de la haine dans l'affaire que vous avez citée ainsi que dans Watcott, j'ai vu clairement que le dédain et l'aversion sont des manifestations extrêmes. Vous avez une autre interprétation, mais sachez que l'intention du projet de loi était de codifier non seulement ces phrases en particulier dans la décision, mais également les divers facteurs que le tribunal a utilisés pendant des années. Si le comité estime que la loi bénéficierait que le projet de loi bénéficierait d'un autre critère pour la haine, surtout si c'est multipartite, n'hésitez pas à faire des propositions. Nous n'avons pas voulu diluer la définition, nous avons simplement voulu inclure la définition de la jurisprudence. Mais le tribunal dans Watcott a réaffirmé la définition de Kickstra. Moi, ce qui me fait peur, c'est que vous allez vous servir de la définition que vous proposez à l'encontre des Canadiens et de la communauté juive. Votre définition est si large qu'elle est probablement anticonstitutionnelle. Les Canadiens s'attendront-ils, comme nous voyons au Royaume-Uni, que des policiers vont frapper à des portes en pleine nuit en raison d'un commentaire affiché sur Facebook? Non, pas du tout. Alors, c'est tout à fait exagéré ce que vous dites. Le C9 éliminera l'exigence du consentement d'un procureur général pour porter des chefs d'accusation pour discours haineux. Avant, on disait que c'était une balise. Alors, à l'avenir, il pourrait y avoir, vous dites, un procureur général qui entrave les chefs d'accusation. Mais le procureur général peut toujours être teinté par la politique. Les policiers ne peuvent-ils pas être aussi teintés de politique et porter des chefs d'accusation alors que ce n'est pas judicieux? Je comprends ce que vous dites. Nous cherchons à régler un problème. Les communautés nous ont dit que des chefs d'accusation n'étaient pas portés. C'est ce que nous tentons de résoudre. Tous les partis ont appuyé un changement de cette nature. Je suis d'avis également face à l'argument que vous présentez qu'à la lumière de la jurisprudence existante et au fil des décennies, tout cela a eu des répercussions sur les actions des forces de l'ordre. Alors, le consentement par le procureur général n'est plus nécessaire comme il l'était auparavant. Il est important pour les forces de l'ordre de pouvoir appliquer la loi de façon autonome lorsqu'il y a des crimes haineux dans leur communauté. Oui, et vous diluez la définition de la haine, alors ce sera encore plus facile. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est que la couronne peut toujours éliminer ou suspendre les chefs d'accusation, mais le juge de l'appel, la couronne, pourrait décider de traîner des personnes innocentes pour un contrôle judiciaire. Ne voyez-vous pas que sans consentement du procureur général, on pourrait se servir de poursuites à l'encontre de Canadiens innocents? Votre temps est écoulé. Monsieur Chang, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma circonscription est l'une des plus diverses au Canada. En 2022, quelqu'un m'a dit dans le métro, « Que regardez-vous, Asiatique? Si vous voulez le mot en F, allez à la rue Davis. » Si vous n'avez pas vécu de discrimination en fonction de votre origine ethnique ou votre orientation sexuelle, moi, je peux vous dire que je suis très préoccupée. Mais il faut veiller à ce que le C9 respecte nos droits garantis par la Charte. Monsieur le ministre, nous avons vu l'augmentation des incidents de haine au Canada. Comment le C9 contribuera-t-il à les faire diminuer? Pourquoi le temps est opportun pour ce projet de loi? Merci. Je prends très au sérieux la protection des droits des Canadiens. À mes yeux, cela doit
inclure la possibilité de vivre en liberté au sein de sa propre communauté. Lorsque des gestes haineux sont perpétrés dans nos communautés et que nous ne faisons rien pour les contrer, nous devenons complices. Nous fomentons la haine. C'est inadmissible. Les changements que nous apportons au Code criminel apporteront de véritables protections aux personnes qui se rendent dans les lieux de culte, par exemple, ou à l'école. Il y aura aussi des infractions de haine pour les gens qui font l'objet de discrimination en raison de leur race ou de leur orientation sexuelle. Il y aura un plus grand nombre de chefs d'accusation. Par conséquent, cela aura un effet de dissuasion. Nous voulons changer le vécu des gens qui ne devraient pas être victimes de haine. Et il nous appartient à tous de travailler en ce sens lorsque nous proposons adoptons des lois. Monsieur le ministre, nous savons que les écoles sont devenues des cibles d'infractions liées à la haine. Comment allons-nous faire en sorte que les étudiants et les enseignants soient protégés? C'est un projet de loi très important. Même si nous avons beaucoup parlé de la protection des minorités religieuses, la portée du projet de loi est beaucoup plus large. Des écoles, par exemple, destinées à un groupe précis bénéficieront de l'infraction qui porte sur le fait d'empêcher ou gêner l'accès à un bâtiment. Et de façon plus générale, qu'il s'agisse d'une école destinée à une communauté religieuse particulière ou non, elle sera protégée par la loi. Si un acte criminel vise une personne en raison d'une de ses caractéristiques immuables, qu'il s'agisse des écoles, des épiceries, des campus universitaires, les Canadiens pourront bénéficier d'une plus grande protection, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Merci. Monsieur Fortin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le Code criminel prévoit présentement que il faut avoir le consentement du procureur général avant de poursuivre pour des infractions de propagande haineuse. C9 propose de supprimer ce consentement préalable. J'aimerais que vous m'expliquiez à quoi servait ce consentement préalable ou à quoi sert-il présentement, à votre avis, puis dans un deuxième temps, pourquoi l'éliminer? À l'époque où les infractions de haine ont été créées, on voulait offrir une couche de protection additionnelle pour veiller à ce que les crimes soient approuvés à un deuxième palier avant que des chefs d'accusation soient portés. Le monde a changé depuis et des décennies se sont écoulées. Les forces de l'ordre ont acquis de l'expérience. Nous n'avons donc plus ce même besoin. En outre, en raison de la montée des crimes haineux dans nos communautés, nous entendons dire qu'il est problématique de ne pas avoir de chef d'accusation porté. J'aimerais ajouter un point. Il est important de comprendre que les provinces peuvent maintenir ce palier de consentement par le procureur. Il y en a qui le font. Et moi, je voyais, et je ne suis pas le seul, dans ce consentement préalable, une espèce de garantie de sérieux pour les poursuites intentées en matière de propagande haineuse. Si on le retire, est-ce que ça ne permettrait pas qu'un individu décide d'intenter des recours, je dirais pas nécessairement frivoles, mais en tout cas multiples, auxquels le procureur général n'aurait pas consenti s'il avait dû le faire? Je crois que cela est en lien avec une question posée précédemment. Il faut comprendre la différence entre les poursuites d'un procureur et les poursuites privées. Il y a un mécanisme pour empêcher les poursuites frivoles. Mais lorsque c'est la couronne qui applique la loi et les forces de l'ordre qui appliquent la loi dans les communautés, je crois que ces dernières sont en mesure, à la lumière de toute la jurisprudence, de toute la formation et du soutien qui leur sont offerts, d'appliquer dans les faits la loi.
Je comprends donc qu'il n'y a pas de bonne raison pour l'enlever. C'était utile. C'est complet. J'ai une perspective différente, mais c'est OK. MP Lawton, over you. Minister, Monsieur Layton, à vous. Merci, Monsieur le ministre, de votre présence. Le C9 fait allusion, dans le cadre des symboles haineux, des espaces publics. J'aimerais savoir si cela comprend l'Internet. De façon générale, la loi s'appliquera de façon égale à ce qui se fait en ligne ainsi que dans les communautés. Donc, il y aura des répercussions sur ce que les gens peuvent dire ou écrire dans Internet. Oui, s'il y a fomentation délibérée de la haine, cela s'appliquera à Internet. Oui, il est possible de commettre une infraction de crime haineux en ligne. Donc, pour revenir au point soulevé par M. Baber, le seuil dilué de la définition de haine, si le C9 est adopté, il ne sera peut-être plus légal de dire quelque chose qui est légal en ce moment. C'est bien ça, en vertu du C9. Non, c'est tout à fait faux et je le dis sans jugement par rapport à votre perspective. Permettez-moi de m'expliquer. Il y a des circonstances où on peut imaginer un commentaire en ligne qui va à l'encontre de cette loi. Ce serait rattaché à un comportement criminel qui est déjà criminel aujourd'hui, mais qui est puni de façon moins sévère. Et c'est rattaché seulement à la promotion volontaire de la haine. La promotion de la haine est déjà criminelle aujourd'hui, mais si ce comportement utilise des symboles de haine, eh bien, ce sera un acte une plus grande infraction plutôt. À votre avis, le changement dans le libellé, bon, il y a un changement délibéré de changer la définition qui était dans Whatcott. Votre définition dans le C9 ne va pas-t-elle aller au-delà de ce qui est déjà dans la définition de haine? Nous voulions codifier la définition. C'est une question oui ou non. Y a-t-il un seuil moins élevé avec le C9 sur la définition? Bon, l'infraction, c'est différent, mais pour la définition, je crois que ça codifie les mêmes comportements et fournit de meilleures lignes directrices pour appliquer la norme actuelle reconnue par la Cour suprême. Les mêmes arguments que votre gouvernement met de l'avant pour le projet de loi C9 pour protéger les gens de la haine qui semblent très nobles, mais ces arguments sont les mêmes arguments qui ont mené au Royaume-Uni à avoir des forces policières qui cognent à la porte de gens en raison de leurs tweets. Quelle garantie pouvez-vous émettre aux Canadiens qu'on ne s'en va pas dans la même direction? Y a-t-il des domaines de priorité identifiés par vous et votre gouvernement, comme la loi sur les méfaits en ligne qui a été présentée 2 fois lors des 2 dernières législatures? Ce projet de loi n'est pas identique à celui du Royaume-Uni. Nous avons tiré des leçons de leur expérience là-bas. Par exemple, nous avons une approche différente où certains pays ont par exemple, le fait d'avoir aimé un post sur Facebook, eh bien, une publication sur Facebook, eh bien, ça pourrait mener à des accusations là-bas. Donc ici, si une infraction de haine a lieu, eh bien, on va pouvoir présenter des accusations avec une définition plus claire. Peu importe l'argument présenté, eh bien, si cela vous permet de codifier ce test, ça me va. Donc, pouvez-vous nous confirmer que si quelqu'un publie sur Facebook ou autre réseau social, est-ce que ce sera un crime? Ben, ça pourrait l'être s'ils font la promotion volontaire de la haine. J'espère que si quelqu'un commet un crime dans le monde réel ou en ligne, ils feront face à des des accusations. Bon, par exemple, si quelqu'un met une croix gammée sur son terrain, bien, ils ont été accusés selon la définition actuelle. Ils ont
présenté un symbole qui fomentait volontairement la haine, eh bien, ils ont pu être accusés. Pourquoi votre projet de loi est nécessaire alors qu'on a déjà des dispositions qui ne sont simplement pas appliquées? Cette question est importante, je vais y répondre rapidement. Lorsque vous avez la promotion volontaire de la haine, la personne peut être accusée, mais d'un deuxième crime. Par exemple, on a l'affichage des symboles haineux qui aurait une peine plus grande. Lorsqu'on fomente volontairement la haine, je ne crois pas que ces deux points sont incompatibles. Donc, il pourrait y avoir une accusation additionnelle avec une peine plus grande parce que cela cause davantage de dommages envers une certaine communauté. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous. Récemment, nous avons vu des attaques contre des institutions, des lieux sacrés pour les gens de foi. C'est un endroit où ils devraient se sentir en sécurité, mais souvent ce n'est pas le cas. Ma question, nous avons parlé de l'accès à ces lieux de culte et aux centres communautaires. Comment les nouvelles infractions vont devenir réalité? Le fait de s'assurer que les Canadiens puissent vivre librement et être qui ils sont, c'est qu'ils peuvent faire des choix dans leur façon de participer dans leur communauté et de pratiquer leur religion. Il y a des occasions qui sont célébrées. Nous avons vu des défis dans le monde réel où des groupes pouvaient au départ être des manifestants innocents, ont changé leur comportement au fil du temps et bloquent les gens ou empêchent les gens de participer dans leur communauté. Et ne peuvent aller dans ces espaces où ces activités ont lieu. Ces espaces sont diversifiés et cela fait partie de notre identité culturelle au pays. Ces espaces permettent aux communautés de célébrer pleinement leur culture et sont importants. J'ai trouvé une solution élégante qui nous permet d'utiliser les outils fédéraux à notre disposition afin que les Canadiens puissent choisir comment passer leur journée. J'aimerais avoir des précisions. Il y a eu de la désinformation au sujet de ce projet de loi. Parce qu'on dit que cela interdit les manifestations près des lieux de culte ou culturels. Que peut faire ce projet de loi pour protéger le droit aux manifestations pacifiques? Je trouve cette question ironique et l'argument se détruit de lui-même. D'un côté, on suggère que la liberté de parole est touchée. Ensuite, on nous dit que, en fait, cela ne représente pas de changement dans la loi. Ces deux positions ne peuvent être vraies en même temps. Il fallait s'assurer de ne pas avoir un impact négatif sur les droits protégés par la Constitution, y compris le droit de manifester. Par exemple, pour la haine, nous avons inclus le comportement criminel associé au symbole. Certaines initiatives ou événements dans le monde, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut intimider une personne qui pratique sa religion ou les empêcher d'aller dans leur centre communautaire ou leur école. C'est différent de partager de l'information et de causer des méfaits parfois violents vers les Canadiens. Bien, c'est une distinction importante. Ce projet de loi permet d'établir quel comportement serait criminel et afin de mieux protéger les Canadiens, afin qu'ils puissent être eux-mêmes sans nuire aux protections pour s'exprimer librement. Bon, vous avez un bon équilibre entre la liberté d'expression et la haine. Voilà mon autre question.
vous avez choisi d'avoir une définition claire de la haine. Pourquoi est-ce nécessaire d'ajouter ça au code criminel? Les forces de l'ordre m'ont dit qu'une définition claire leur permettrait de déposer des accusations et pourrait voir comment la loi est appliquée sur le terrain sans changer la substance de la loi avec ces amendements. De plus, il est essentiel de reconnaître l'impact culturel dans les forces de l'ordre. Eh bien, ça a un impact sur la capacité des Canadiens de chercher la justice, non seulement en leur nom, mais au nom d'une communauté entière. En codifiant les principes reconnus dans des décisions de la Cour suprême, eh bien, on peut appliquer ces règles lorsqu'on voit ces crimes, et cela donne aux victimes de crimes haineux un sens de la justice. Ministre Fraser, nous avons le temps pour Monsieur Baber et Gill vont partager leur temps. Et ensuite, il y aura un vote. À vous la parole. Vous avez dit que le Canada n'est pas criminel, mais il y a beaucoup de crimes en hausse au Canada. L'extorsion a augmenté de 330 %. Qu'allez-vous admettre que le Canada est hors la loi? Dans les propositions mises de l'avant par votre parti à la Chambre des communes, il est clair que le fait de copier-coller l'approche américaine dans le droit criminel et les armes à feu n'améliore pas la sécurité publique. Le fait de permettre les armes d'assaut au Canada rendrait le Canada plus violent. Les réformes qui violent la Constitution ne rendraient pas le Canada plus sécuritaire. L'exemple plus tôt a amené différents comportements, y compris au Texas, où on a eu le décès accidentel d'un enfant qui sonnait à la porte. C'est évident lorsqu'on regarde les différentes propositions que nous devons avoir des politiques fondées sur des données. Et ça ne prend pas que quelques semaines pour changer le code criminel. Monsieur le ministre, bon nombre d'infractions dans le C9 sont déjà dans le code criminel. Par exemple, l'article 423.1, l'incitation à la haine, et 264, le harcèlement. Le problème essentiel, ce n'est le fait qu'on n'applique pas les lois actuelles et non pas le fait qu'on n'ait pas de loi. Quelles preuves ou données ont été utilisées par le ministère pour améliorer l'application? Bon, du côté de l'application, bien, ça peut être amélioré. Parfois, c'est en ayant plus d'agents sur le terrain, parfois par de la formation, mais on peut aussi avoir une application plus égale ou homogène des lois existantes. Dans les communautés affectées, ces changements sont nécessaires pour eux. On peut reconnaître des différences qu'une personne qui pourrait attaquer quelqu'un parce qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à une attaque sur une personne en raison de sa religion ou de la couleur de sa peau. Cela ne touche pas seulement la victime, mais la communauté entière. Nous, même s'il s'agit du même comportement, l'effet n'est pas le même. Lorsqu'il y a de plus grands méfaits vers une communauté, il faut avoir des pénalités ou des peines plus sévères à ce sujet. Je donne maintenant le reste de mon temps à M. Baber. Merci. Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas comment le fait de permettre les accusations sans le consentement du procureur général pourrait être utilisé contre des Canadiens innocents et des opposants politiques? J'ai confiance envers les tribunaux contre les accusations vexatoires qui vont pouvoir retirer ces plaintes. Si le comité veut comprendre les protections existantes, comment elles peuvent être améliorées, sachez que je crois envers le travail, je crois au travail du Parlement et je vais considérer tous vos amendements
de bonne foi. J'ai beaucoup de confiance aux tribunaux, mais quand on a le processus, eh bien, la réputation peut avoir été entachée, où il y a eu beaucoup de frais juridiques. C'est une grande préoccupation. Concernant la nouvelle infraction de haine, elle peut s'ajouter à toute infraction sous n'importe quelle loi fédérale. Oui ou non? Oui. Donc, une infraction dans sous la loi du Code de la loi sur les élections, ou donc une personne pourrait être accusée au criminel pour ne pas avoir payé un salaire sous le Code du travail. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre. Bon, s'il y a une motivation de haine envers un autre individu, vous commettez ce crime envers cet individu en raison de qui ils sont, ça pourrait se rattacher à n'importe quelle accusation, mais dans ce type de circonstances, je crois que c'est peu probable. Vous parlez d'ajouter des accusations criminelles à des comportements de nature civile. C'est sérieux, c'est grave. Cela pourrait avoir des conséquences inattendues. Lorsque vous combinez cela à la combinaison de la haine, la possibilité pour des poursuites privées sans le consentement du procureur général, eh bien, c'est très préoccupant, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur Housefather? Bon, c'est à vous. Vous avez 5 minutes, Anthony. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'opinion contraire dans l'étude des conservateurs. Avez-vous remarqué qu'ils n'étaient pas opposés à retirer le consentement du procureur général, spécifiquement lorsqu'on regardait quelles mesures inclure, le fait qu'il y avait un soutien multipartite à ce que vous mentionnez, bien c'était clair que les parlementaires au Canada voulaient apporter ces changements. Le Parti conservateur a changé sa position quant aux mesures qui visaient à combattre l'antisémitisme à la suite de leurs recommandations dans ce rapport. C'est très surprenant, en effet. J'ai une question. Quelles sont les deux défenses ajoutées lorsqu'on affiche des symboles de haine envers un groupe précis? L'une de ces deux défenses dans les sections A et B, parce que les gens croient que si un symbole de haine est présenté, eh bien, on doit porter automatiquement des accusations. Et pourquoi avez-vous décidé d'ajouter ces défenses? Vous parlez de quelle défense? On a la défense, par exemple, le fait que ça trait au fait qu'on peut présenter un symbole de haine sans nécessairement être accusé de haine. Bon, il y a différentes utilisations de ces abonnés, par exemple, des faits universitaires, journalistiques, mais aussi pour la libre expression. Il faut comprendre en comité qu'il ne s'agit pas d'une interdiction complète de ces symboles, mais c'est de promouvoir la haine de façon volontaire qui est le problème. Cela ne nuit pas à la liberté d'expression. Il peut y avoir des occasions d'apprentissage ou d'intérêt public où on peut discuter de cette histoire. Bien, ça dépendrait du contexte. Donc, par exemple, le fait de crier des slogans et d'avoir des symboles terroristes du Hamas, par exemple, ben, ce serait une chose. Par rapport au fait qu'un symbole soit dans un musée ou pour enseigner sur le sujet, bon, donc ça dépend du contexte, mais il y a une raison pourquoi ces exceptions sont présentes. Oui, tout à fait. Les circonstances permettaient de différencier l'utilisation. Par exemple, si on enseigne l'Holocauste à nos enfants, on peut monter l'impact de ces symboles qui ont causé un groupe à se tourner vers un autre et qui a mené aussi au meurtre de millions de Juifs. Mais il ne faut pas que ce soit utilisé pour fomenter la haine. Vous avez dit en public, je crois que c'était lors d'une conférence de presse, vous avez parlé de l'idée du fait que l'intimidation et l'obstruction dans le code criminel est différente que ce que les municipalités et les provinces peuvent faire quant aux bulles autour de ces édifices parce qu'ils ont des pouvoirs de zonage que nous n'avons pas.
Vous avez aussi dit que vous allez informer les municipalités, comme par exemple la Fédération des municipalités canadiennes. Allez-vous le faire? Oui, nous avons discuté beaucoup avant le dépôt de ce projet de loi. Nous avons des discussions continues avec les municipalités et d'autres pour qu'ils comprennent quelles sont leurs autorités de réglementation des comportements dans l'espace public. Nous avons un instrument général, dans ce cas-ci, c'est le code criminel, mais nous croyons qu'on peut déployer d'autres mesures. Et donc, cette loi peut être utilisée, entre autres, pour les criminels autour des institutions. Est-ce que les procureurs et les forces policières vont avoir plus d'outils, mais aussi les municipalités et les forces policières et les universités devraient appliquer leurs règles et la loi? Je vous remercie d'être avec nous. C'est un plaisir. Bon, sans doute, tous les gouvernements ont une responsabilité pour combattre la haine et être de meilleurs voisins. Les Canadiens aussi. Il faut pouvoir surmonter ces défis ensemble. Il faut changer notre approche et reconnaître que nous devons dénoncer la haine dans nos communautés. Merci, Monsieur le ministre. Tel que convenu, nous accordons maintenant 5 minutes à la députée Idlaut, qui est en ligne. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le comité de m'avoir inclus dans leur étude fort importante. J'aurai 3 questions à poser. 3 séries de questions à poser. J'aimerais aborder 3 sujets distincts. Mais je tiens d'entrée de jeu à dire que j'apprécie énormément la diversité de notre pays. Grâce à cette diversité, notre pays a été fondé en dérobant aux Autochtones tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient là avant la fondation du pays et tout nous a été dérobé. Alors, ma première question concerne le traitement réservé aux Autochtones. Dans leur lien de confiance avec la police, mes questions s'adressent à vous, Monsieur le Président. J'espère avoir le temps de poser toutes mes questions. Et si vous n'avez pas le temps d'y répondre, Monsieur le ministre, je vous demanderai de fournir des réponses par écrit au comité. Alors, j'aime bien aborder la question de la confiance en la police et des abus de pouvoir. Les néo-démocrates s'inquiètent du fait que les policiers détiendront de nouveaux pouvoirs pour déposer des chefs d'accusation de haine. Il y a une question de méfiance. Les défenseurs des terres ont souvent été criminalisés. Les défenseurs des terres au Nunavut ont été sur le point d'être criminalisés parce qu'ils protestaient contre des décisions gouvernementales. Cela témoigne de la méfiance des collectivités autochtones à l'égard de la police. Vous vous souviendrez qu'il y a environ 1 an, à pareille date, le président m'a accordé la tenue d'un débat d'urgence sur les forces de l'ordre. La GRC avait appliqué des politiques coloniales et génocidaires pour opprimer les Autochtones, et ce, pendant des décennies. Entre le 29 août et le 8 septembre 2024, la police canadienne a tué 6 membres des Premières Nations. Les personnes racisées au Canada vivent un peu la même chose dans leur relation avec les forces de l'ordre. Ce projet de loi exige des Canadiens de faire confiance à la police, qui doit déterminer lorsqu'un geste est motivé par la haine. Le ministre peut-il nous dire quels seront les garde-fous qui veilleront à ce que les forces de l'ordre ne se serviront pas de ces pouvoirs additionnels pour criminaliser les manifestants? Deuxième sujet, la stigmatisation accompagnant le fait d'avoir été accusé de haine. Il existe déjà un facteur aggravant dans le code criminel. Ce projet de loi élargit
les dispositions liées à la haine. En outre, on place l'accusation pour haine au début du processus plutôt qu'à la fin. Le fait d'être accusé crée de la stigmatisation. Ce projet de loi pourrait susciter encore plus de stigmatisation. C'est troublant, surtout quand les chefs d'accusation sont, en fin de compte, annulés. Alors, le projet de loi prévoit-il des garde-fous pour éviter que le système de justice ne soit pas débordé par de tels chefs d'accusation? Le ministre n'est-il pas d'accord pour dire qu'il faut éviter de créer davantage de haine et de stigmatisation au Canada? Troisième sujet. Les néo-démocrates sont inquiets par le libellé flou de ce projet de loi. Lorsque des définitions sont codifiées, elles peuvent être utilisées pour s'en prendre à des groupes. Par exemple, comment les comportements d'intimidation seront-ils interprétés par la police? Dans sa forme actuelle, le projet de loi pourrait faire en sorte que des manifestants pacifiques soient criminalisés. Nous sommes déçus de voir que ce projet de loi ne s'attaque pas à la montée des suprémacistes blancs. Ils ne sont pas inclus dans ce projet de loi. Par conséquent, les communautés autochtones, les communautés racisées, les communautés LGBTQI+, n'ont pas les outils nécessaires pour lutter contre la plus grande source de haine au Canada. Ce projet de loi semble avoir pour but plutôt de criminaliser les gens qui font des dénonciations que les personnes qui font l'objet de discrimination. Pourquoi, selon le ministre, ce projet de loi ne couvre pas les groupes suprémacistes blancs qui sont à monter au Canada? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Fraser, il ne reste plus de temps pour répondre. Vous n'aurez pas le temps de répondre de façon significative. Vous pourriez fournir une réponse par écrit. Je suis d'accord pour répondre sur le champ si vous en convenez. Je m'en remets à la volonté du comité. Par écrit. Laurie, merci de vos questions. Puisque nous sommes à court de temps, je vous ferai parvenir mes réponses. Je suis toujours ravie de vous voir. Nous allons laisser le ministre quitter. J'ai un rappel au règlement procédural. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes préoccupés par ce qu'a dit le ministre en réponse à M. Housefather. Il a rapporté des témoignages qui ont été entendus à huis clos. À moins que le ministre puisse expliquer les fondements du témoignage, je soulève une question de privilège. À moins que le ministre puisse nous le motiver dès maintenant. Je vous donne un exemple. Dans la transcription, on peut lire « M. Housefather a demandé au ministre, la recommandation 10 indique que le gouvernement fédéral a considéré la possibilité de créer une nouvelle infraction de haine dans le code criminel pour protéger plus directement les entrées des lieux de culte, des centres communautaires, en plus des infractions existantes qui pourraient s'appliquer. Lorsque ces immeubles sont entravés, il a demandé, Monsieur le ministre, si ça fait partie du projet de loi. Le ministre a dit oui. Et M. Housefather a dit, et je noterai que cette recommandation jouissait d'un soutien multipartite, y compris du Parti conservateur. Le ministre n'était pas membre du comité de la justice et n'aurait pas eu accès à cette information confidentielle, à moins qu'un membre du comité de la justice ne l'ait relayé directement au ministre. Alors, c'est une atteinte au privilège, c'est une atteinte à la confidentialité, une atteinte grave. À la fois, M. Housefather et le ministre de la Justice font erreur en concluant, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, on a tiré une conclusion selon laquelle les conservateurs avaient donné leur plein soutien. Mais personne n'a mentionné que le Parti conservateur avait soumis un rapport dissident. Et dans ce dernier, on trouvait une déclaration ferme qui précisait
que bien que les conservateurs appuyaient la plupart des recommandations, il y en avait certaines avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. Et voilà pourquoi nous avions émis un rapport dissident. Pour revenir sur la question de l'atteinte à la confidentialité sur ce qui avait été entendu à huis clos, j'aimerais que le ministre nous explique comment il a eu accès à ces renseignements. Merci, Monsieur Brock. Ce n'est pas au ministre de répondre à moins qu'il ne souhaite le faire. Je prendrai la question en délibéré et l'examinerai. Comme vous le savez, le rapport a été soumis à la Chambre des communes, accompagné de votre rapport dissident. Comme à l'habitude, vous avez fait votre rappel au règlement. Vous n'avez pas encore soulevé un point de privilège, mais vous pourrez toujours le faire. Et à moins que quelqu'un ne s'y oppose, je prendrai la question en délibéré. Monsieur Housefather, rappel au règlement. Alors, le ministre souhaitait répondre. Allez-y, Monsieur le ministre, mais j'ai vu la main levée de Monsieur Housefather d'abord. Il est en pleine intervention, je ne voudrais pas l'interrompre. À vous, Monsieur le ministre. Écoutez, nous avons vu le rapport public et le rapport dissident qui était aussi public et qui ne mentionnait pas la recommandation précise dont nous discutions. Et moi, je n'ai pas discuté des votes qui ont été faits à huis clos avec M. Housefather. J'ai fait allusion dans ma deuxième question au rapport dissident des conservateurs qui se sont opposés aux mesures d'EDI et c'était dans le rapport. Alors, cela fait partie du domaine public puisque c'était inclus dans le rapport. Je regarde la transcription, je l'ai sous les yeux. Avec tout le respect que je dois à M. Housefather, la deuxième question qu'il a posée à M. le ministre. My second round of questions. Je parlais de la deuxième série de questions. Ah, désolé, je croyais que vous aviez mentionné la deuxième question. Non, la deuxième série de questions. Nous allons prendre le temps d'examiner la question. Le greffier examinera les bleus. Je précise que je n'ai pas tenu de discussion avec les anciens membres du comité qui ont généré le rapport sur le vote des différents partis. Mes commentaires tenaient compte du rapport dissident qui ne s'opposait pas à certaines de ces mesures. Donc, je n'en ai pas discuté. Je n'ai pas discuté des votes. Je tenais à le préciser. OK. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons suspendre pendant quelques minutes et nous allons reprendre par la suite avec le deuxième groupe. Première heure, le sous-ministre adjoint principal, Joanna Wells, qui est avocate principale, section de la politique en matière de droit pénal, et Marianne Breeze, avocate de la section politique en matière de droit pénal, elle aussi. I assume if you don't have a statement, is this... Je ne sais pas si vous avez une déclaration d'ouverture. Si oui, vous disposez de 5 minutes seulement. Vous n'en avez pas. Très bien. Nous passerons directement aux questions. Pour les premiers créneaux de 6 minutes, le député Gill et le député Brock partageront leur temps. Ensuite, la députée Dillon, suivi des 6 minutes pour le Bloc québécois. Nous passerons ensuite à la deuxième série de questions. Messieurs Gill et Brock, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Ma première question relativement à l'infraction proposée sur la haine concerne le seuil qui a été affaibli. Le seuil permettra-t-il de contrer les comportements véritablement visés ou risque-t-il de criminaliser le discours et les activités qui sont déjà prévus par l'article 423. J'aimerais savoir si vous avez consulté des procureurs ou les forces de l'ordre pour voir si ces nouvelles infractions prévoient vraiment de nouvelles peines ou ne feront que dupliquer ce qui existe déjà. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez,
En ce qui concerne l'infraction d'intimidation, dans ces circonstances, ce qui sera important pour les forces de l'ordre sera de déterminer si la personne qui pourrait être accusée a véritablement voulu causer la peur chez l'autre. Ce sera ça la motivation. Il faudra vérifier. La question n'est pas de voir si une personne a voulu obtenir un accès à un lieu de culte ou un centre communautaire. Si cette personne a suscité la peur, mais que ce n'est pas son intention, l'infraction ne s'applique pas. Il faut qu'il y ait une intention de causer la peur. Madame Wells, j'aimerais vous entendre sur cette même question. Y a-t-il un élément précis? Bon, Monsieur le Président, j'aimerais savoir s'il y a un élément précis de l'infraction qui nécessiterait plus de précision, sans quoi je fais bien les propos de Monsieur Ripley. Très bien. Ma prochaine question. Il y a des balises pour conserver la confiance du public. Donc, il fallait passer par un procureur. Pourquoi avez-vous éliminé ça dans le C9 et par quoi allez-vous le remplacer? Qui a exprimé du soutien pour l'élimination? Et sans ce consentement, comment allez-vous faire en sorte que des poursuites ne soient pas motivées par la politique? Thank you so much. Merci beaucoup pour la question, Monsieur le député. Il faut reconnaître que les exigences de demander le consentement est en général exceptionnelle. Il s'agit d'une condition exceptionnelle dans le Code criminel. La plupart des infractions peuvent être portées sans le consentement du procureur général. Comme le ministre l'a mentionné dans son témoignage, des préoccupations existent quant au fait que cette exigence agisse comme obstacle dans certaines circonstances par rapport au dépôt d'accusation pour des crimes haineux. Ceci dit, il y a des protections pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus de ces pouvoirs. Par exemple, les provinces, comme vous l'avez mentionné, ont une certaine discrétion pour établir des procédures criminelles dans leur province. Des provinces le font pour qu'il y ait une vérification des accusations avant qu'elles soient portées, parce qu'elles croient qu'il y a des protections, et donc il pourra avoir ces mêmes protections pour ce projet de loi. En ce qui a trait aux poursuites privées, il y a aussi des protections pour que les poursuites privées comportent un mécanisme de vérification pour s'assurer que ce ne soit pas vexatoire. Un juge peut évaluer la question et si c'est présenté de mauvaise foi ou parce que c'est frivole ou vexatoire. Merci. Donc, je donne le reste de mon temps à M. Brock. Merci d'être avec nous. Cette question s'adresse à tous. J'aime la clarté dans la loi criminelle, mais certains aspects de ce projet de loi me troublent. Du côté des symboles, vous indiquez, en ce qui a trait à 2.2c, qu'un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas A ou B qui est susceptible d'être confondu avec lui. C'est tout à fait subjectif. Il pourrait y avoir toutes sortes d'interprétations. Ce sera un champ de mine du côté des litiges. Cela pourrait porter à confusion pour les forces policières pour déterminer s'il s'agit d'un symbole qui ressemble semblable. Cela a-t-il été dirigé par certains groupes que vous avez consultés? Merci beaucoup,
Monsieur le député, pour votre question. Avant de répondre à votre question, j'aimerais souligner que l'objectif de présenter ces symboles associés avec une entité terroriste ou les symboles nazis, eh bien, cela reconnaît qu'il y a souvent de la haine associée à ces symboles dans leur utilisation dans certaines circonstances. Vous êtes sans doute au courant, comme le ministre l'a dit, il ne s'agit pas simplement d'afficher le symbole. Oui, je comprends ça. Mais pouvez-vous terminer ce que vous dites? J'aimerais qu'il réponde à la question. Le alinéa C, ou l'alinéa C plutôt, présente que le symbole, s'il s'agit d'une modification mineure, par exemple à la swastika ou à la croix gammée, cela... Qui fera l'interprétation? Votre temps est écoulé. Micro, s'il vous plaît. Comment ce crime s'applique? Le ministre en a expliqué la nature. Comment cela diffère de traiter la haine comme facteur aggravant pendant la détermination de peine? Merci pour la question. L'objectif de créer une infraction de haine, c'est pour dénoncer tous les crimes haineux. Cela permettrait aux policiers ou aux procureurs de voir s'il y a s'il y a haine, on peut porter des accusations comme étant motivées par la haine. Cela permet de dénoncer et fait en sorte que la culpabilité est plus grande lorsqu'il y a une motivation de haine. C'est ce qui motive le tout. Et si il y a des accusations portées, on peut avoir un plus grand éventail de peines si on peut démontrer l'infraction qui est motivée par la haine. Les facteurs aggravants, s'ils sont considérés seulement à la fin et dans... Eh bien, l'objectif, c'est que dès le début, on reconnaît des situations où il pourrait y avoir un crime motivé par la haine. Donc, il s'agirait de haine dès le début. Voilà mon autre question. Le procureur général n'a plus besoin d'offrir son consentement. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Comme je l'ai dit à certains de vos collègues, la préoccupation concernant le consentement du procureur général, c'est que c'était un obstacle au dépôt d'accusation par les forces policières. En retirant cela, c'est pour retirer un obstacle et fournir aux forces de l'ordre la possibilité de déposer des accusations sans chercher ce consentement du procureur général. J'ai entendu les préoccupations dans vos échanges, y compris les poursuites privées, ainsi que la discrétion des provinces à mettre en place leur propre procédure criminelle. Il faut qu'il y ait suffisamment de souplesse pour les provinces. Il y a des protections pour traiter des poursuites privées, frivoles ou vexatoires. Ça allait être ma prochaine question concernant les domaines de compétences. D'un point de vue d'application, comment pourrions-nous naviguer le tout et aurions-nous besoin d'avoir une consultation avec les provinces, territoires et municipalités pour aller de l'avant de façon homogène
Merci pour la question. Le gouvernement reconnaît qu'il y a des choses à prendre en considération lorsqu'on apporte des accusations selon le code criminel. Les forces policières comprennent comment identifier une infraction. Le gouvernement et d'autres organes qui travaillent dans ce domaine, comme par exemple la Fondation sur les relations qui fait un bon travail pour mieux équiper les forces policières d'identifier les différents éléments de crimes haineux pour améliorer la confiance des communautés et le rapport des crimes haineux et s'assurer que lorsque des plaintes sont reçues, ces plaintes soient prises au sérieux. Ces efforts demeurent importants. Le gouvernement reconnaît que les infractions sont seulement bonnes si on les applique de façon constante. Dans le code criminel, il existe déjà des dispositions, mais quelles sont les différences avec le nouveau projet de loi considérant les crimes haineux? Merci pour la question. J'ai entendu vos discussions à savoir si ces changements étaient nécessaires, si des outils existent déjà. Je vais en parler en différentes parties. Du côté de l'intimidation et de l'obstruction, cette nouvelle infraction vise un enjeu qui est au cœur des préoccupations des Canadiens parce que les lieux de culte et culturels sont ciblés. Les synagogues juives, les mosquées musulmanes. Nous avons tous vu ce qui s'est passé dans les nouvelles. Notre réponse est cela. Si le Parlement adopte le projet de loi, eh bien, on indique que ce comportement est grave et doit être contré par les forces policières et par une poursuite. Merci. À vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ripley, tantôt, j'ai posé la question au ministre sur le nombre d'infractions haineuses qu'il y a pu y avoir, disons, au cours de la dernière année, par année, là, et le nombre de poursuites, et il n'avait pas les chiffres. Êtes-vous en mesure de répondre à cette question-là? Merci pour la question, député Fortin. Malheureusement, moi non plus, j'ai pas le chiffre avec moi. Comme le ministre a signalé, on a certaines données au niveau de la montée sur les crimes haineux. On a pris note de votre intérêt de savoir s'il y a des chiffres autour des nombres de poursuites qui ont été lancées. On va retourner et regarder si on est en mesure de fournir une réponse écrite à cette question-là. Comme j'imagine, vous êtes au courant, un des défis qu'on a dans ce domaine-là est que ça tombe aux responsabilités des provinces et territoires, mais on va regarder si on est en mesure de répondre. Merci. Dites-moi, M. Ripley, présentement, la façon dont ça se passe là, sur le terrain, le policier, par exemple, considère qu'il y a une situation de discours haineux ou antisémite ou peu importe, et va voir le procureur de la Couronne en disant « Est-ce qu'on pourrait poursuivre cet individu? » Et là, le procureur va réfléchir à tout ça, prendre en considération un certain nombre de choses et soit dire oui, OK, on y va, ou non, je pense qu'il n'y a pas matière à y aller, on risque fort d'avoir une défense efficace ou peu importe. À votre avis, la défense qui est présentement au Code criminel sur les exceptions religieuses, vous savez de quoi je parle, j'imagine, à l'article 319, autant sur les crimes contre l'antisémitisme que sur la haine. Est-ce qu'à votre avis, cette défense-là peut jouer un rôle dans la détermination de oui ou non, y a-t-il lieu d'intenter un recours? Merci pour la question et si vous me permettez, Monsieur le Président. Donc, dans
En général, quand on regarde une poursuite, il y aura la question de est-ce qu'on pense qu'on a une possibilité raisonnable d'avoir une conviction sur l'infraction en question. Ça, c'est une généralisation de la règle au travers du pays, mais en faisant cette analyse-là, tout à fait comme les procureurs vont regarder quels sont les éléments de l'infraction qu'il faut démontrer pour le faire et tout à fait, est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un sera en mesure d'invoquer une défense à cette question-là. Donc, oui, il y a, en regardant cette question-là, oui, il y a une analyse globale qui est faite basée sur les éléments de l'infraction en question et les défenses qui pourront être invoquées. Vous êtes probablement au courant des événements qui ont eu lieu il y a à peu près un an ou un peu plus. L'individu se nomme Adil Sharkawi. Il était à Montréal et il a tenu un discours à l'effet Allah, bon, je me souviens plus exactement des mots et je ne veux pas en mettre dans sa bouche, mais il incitait à la haine contre les Juifs, à les exterminer, n'en oublier aucun et ainsi de suite. Discours qu'on a tous, en tout cas, les gens que je connais, considéré comme étant un discours haineux inacceptable et tout le monde était convaincu qu'éventuellement cet individu serait poursuivi, trouvé coupable et ainsi de suite. Or, le procureur de la Couronne a décidé de ne pas intenter de recours. À votre avis, est-ce que l'exception actuelle au Code criminel de défense d'exception religieuse, est-ce que cette disposition-là peut avoir joué un rôle dans la décision du procureur de la Couronne? Donc, merci pour la question, Monsieur le Président. Si vous me permettez, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'est-ce qui faisait partie de cette analyse. Je m'excuse, la question était à votre avis. Je suis conscient que ce n'est pas vous qui avez pris la décision, là, mais à votre avis, est-ce que cette disposition-là du Code criminel a eu un impact sur l'opportunité de poursuivre ou pas dans ce cas-là? C'est pas à nous, au fédéral. C'est certain qu'on appuie le gouvernement de mettre en place les infractions criminelles. Dans ce cas-là, puis oui, j'ai lu les médias autour de cette situation-là. C'est une question pour, comme j'ai mentionné à vous plus tôt, oui, il y avait une analyse qui a été faite dans cette situation-là, j'imagine, pour déterminer si les éléments... OK, mais je m'excuse, il reste quelques secondes. Je comprends que vous ne le savez pas, puis vous n'avez pas vraiment d'opinion. Madame Wells, avez-vous une opinion là-dessus? Thank you, Mr. Fortin. Merci, Monsieur Fortin. Notre rôle est d'appuyer le gouvernement et de partager des informations sur le projet de loi C9. Nous ne pouvons pas parler de décision de porter ou non des accusations dans différents cas. Le député Lawton en premier, 5 minutes, suivi par la députée Latanzio, 5 minutes. M. Fortin, encore une fois, 2 minutes et demie. M. Baber, 5 minutes. Et je pense qu'on va pouvoir compléter avec M. Chang 5 minutes si on reste discipliné. Donc, la parole est à vous, M. Lawton. Thank you, officials, for being here. Merci d'être avec nous, Monsieur. Vous savez que le gouvernement a reconnu l'État de Palestine. Nous savons que le Hamas, qui est le gouvernement à Gaza, a lancé les attaques brutales sur Israël le 7 octobre et nous savons que dans la Cisjordanie, l'autorité palestinienne donne régulièrement des contributions financières aux familles de terroristes. Selon la définition du gouvernement canadien, bien, le terrorisme d'État, bien, quelqu'un pourrait-il être accusé pour avoir brandi un drapeau palestinien? Merci pour la question. En ce qui a trait à l'infraction ayant trait au symbole, il faudrait démontrer qu'il s'agit d'une entité terroriste listée
Par exemple, le Hamas est une entité terroriste listée. Il faudrait que ce symbole soit associé à cette entité. Par exemple, le drapeau du Hamas serait un tel symbole. Le drapeau de la Palestine, par contre, n'est pas un symbole qui répondrait à ce seuil. Mais ça pourrait être le cas si le gouvernement désignait un État terroriste. Bon, je vais passer à autre chose, mais merci beaucoup. Madame Wells, vous êtes avocate principale. Combien de personnes sont dans votre section? Je n'ai pas le nombre exact, mais il y a différents avocats. Combien ont participé au projet de loi C9? Nous avons une équipe centrale de 4 avocats et nous avons eu l'appui de d'autres avocats et analystes. Travaillez-vous sur le C9 à temps plein depuis des semaines et des mois? J'ai différentes responsabilités, mais ça a pris une bonne partie de mon temps. Plus que pour les libérations sous caution? Je ne traite pas des libérations sous caution. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mes collègues qui s'en occupent sont très occupés, comme vous l'imaginez, par ce projet de loi. Le C9 a-t-il pris plus de temps du ministère et de ressources par rapport à la réforme des libertés sous caution? Je n'ai pas de données sur les heures passées sur différents dossiers. Je ne sais pas si M. Ripley veut dire. Mais ce n'est pas une priorité qui vous a été conférée. Je vais me référer à mon collègue. Oui, je suis responsable de la section de droit criminel. Comme le premier ministre et le ministre l'ont indiqué, il y a beaucoup de travail en cours sur la réforme du droit criminel, y compris par rapport aux libérations sous caution et aux déterminations de la peine. Le ministère y consacre beaucoup de ressources. Mais le C9 vous bouffe plus de ressources, n'est-ce pas? Ce que je peux dire, Monsieur Lawton, est que notre section tourne à plein régime pour répondre aux efforts de réforme du droit criminel. Il y a les questions de libération sous caution, de détermination de la peine, de violence fondée sur le genre, des retards dans les tribunaux, etc. Nous travaillons d'arrache-pied pour appuyer le ministre et le gouvernement dans ces initiatives. Monsieur Ripley, quand avez-vous commencé à plancher sur le C9 et quand avez-vous commencé à plancher sur les libérations sous caution? Merci pour la question, Monsieur Lawton. Et Monsieur le Président, si vous me permettez, je dirais que, en fait, je dirais la chose suivante. Une fois le gouvernement élu, nous avons travaillé avec le nouveau gouvernement, avec le ministre. Mais qu'avez-vous fait en premier? Alors, chaque fois qu'il y a une élection, nous devons nous pencher sur les éléments de la plateforme. S'il vous plaît, répondez à ma question. C9 ou la libération sous caution? Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des engagements dans la plateforme électorale sur ces 2 points. Nous avons commencé à y plancher de façon simultanée. Vous n'avez plus de temps. Madame Latanzio, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos témoins de leur présence et de tout le travail qu'ils font. J'aimerais revenir sur un point soulevé plus tôt. J'aimerais obtenir une précision simplement. Nous avons parlé de l'ajout de l'infraction de haine à une infraction civile. Comment est-ce que cela pourrait fonctionner? Il me semble que l'infraction doit être de nature fédérale, n'est-ce pas? Alors, je ne comprends pas bien la mécanique. Pourriez-vous apporter des précisions? Merci. Merci d'avoir posé cette question, Madame la secrétaire parlementaire. L'infraction de crime haineux
autonome pourrait s'appliquer à toute infraction criminelle fédérale. Donc, on parle ici des infractions renfermées dans le Code criminel. Mais puisque le Parlement a reconnu d'autres infractions dans d'autres projets de loi, et c'est bien le cas, on a cité plutôt la loi électorale, il existe la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la loi pour le contrôle des drogues et autres substances. Tant et aussi longtemps que le Parlement a créé une infraction, si cette infraction est associée à une sanction comme un temps d'emprisonnement, il s'agit alors d'une infraction fédérale. S'il y a des infractions prévues par d'autres lois et que ces infractions peuvent être motivées par la haine, on pourrait ajouter la nouvelle infraction à la première. Mais en aucune circonstance, une poursuite civile pourrait être en cause. Il s'agit d'infractions qui relèvent du Code criminel ou d'autres lois fédérales. Merci. Quels sont les critères que les forces de l'ordre ou les procureurs doivent appliquer pour déterminer si les symboles affichés relèvent du projet de loi proposé? Merci. Merci de la question. Je céderai la parole à ma collègue Marianne, qui pourra vous parler des éléments qui devront être prouvés pour l'infraction concernant les symboles. Merci. Alors, une petite mise en garde pour commencer. Il faudra évaluer chaque instance au cas par cas selon les faits et c'est la police et la poursuite qui devront faire ce travail. Il peut s'agir, par exemple, d'un symbole, un symbole terrorisme. Prenez l'exemple d'un symbole terrorisme. Nous nous demanderons s'il s'agit d'un symbole qui est utilisé de façon principale par cette entité inscrite. C'est une liste qui existe, elle est publique et il faut qu'il y ait un lien très proche avec cette entité. Par la suite, le procureur se demandera, si c'est le cas, si le symbole est affiché dans le lieu public. Est-il affiché dans une rue, dans un parc, sur un site Web disponible au public? Si c'est le cas, alors il faudra se demander si le symbole est affiché de façon intentionnelle pour fomenter la haine à l'encontre d'un groupe précis, donc un segment précis de la société qui se distingue par un facteur tel que la race, la religion, etc. Il faut également se pencher sur la question de la promotion de la haine. Nous avons une définition de la haine et les tribunaux ont déjà statué sur ce que cela signifie. Il faudra regarder la jurisprudence et nous pourrons nous demander si le groupe ciblé est représenté d'une façon à avoir l'air malicieux ou dangereux. Enfin, il faudra regarder ce qui se passe dans le concret sur le terrain. Regardez les faits. Les forces de l'ordre pourront se demander si l'affichage du symbole est fait dans la rue. Est-ce qu'il y a eu des chants, des appels à poser des gestes au moment où le symbole a été affiché? Il faudra voir... En fait, ce n'est pas que le symbole est complètement interdit et criminalisé. Il faudra regarder tous ces facteurs. Merci, Mme Breeze. Monsieur Fortin. Président, l'exception religieuse, vous m'avez dit, vous avez pas de chiffre sur quelle a été l'incidence sur le nombre de poursuites ou pas. Mais êtes-vous en mesure de me dire quels sont les groupes qui ont été consultés avant de décider de ne pas l'introduire à C9?
Donc, merci pour la question, Monsieur le Président. Il y a quelques consultations et engagements qui ont été faits au fur des années. C'est certain que c'était un sujet qui a été discuté avec les provinces et territoires dans les rencontres qu'on a de façon habituelle avec eux autres. Et en plus de ça, il y avait, si j'ai bien compris, des consultations qui ont été faites en 2020. Il y avait un engagement qui a été fait à cette époque-là par le secrétaire parlementaire de justice autour de haine, et c'était un sujet qui était... La question était qui? Je m'excuse, je ne veux pas vous bousculer, M. Ripley, mais vous savez que le temps nous est compté. Vous dites en 2020, mais qui a été consulté en 2020? Il y avait plusieurs groupes qui ont été consultés à l'époque. C'était les groupes religieux, c'était les groupes de communauté, c'était les entités, les organisations de société civile. Est-ce que ce serait possible pour vous de prendre l'engagement de nous envoyer la liste des organismes qui ont été consultés sur cette question-là et à quelle époque ils ont été consultés? Oui. Merci, M. Ripley. Et pouvez-vous me dire de mémoire, récemment, là, en ce qui concerne l'étude sur C9, est-ce que ça a été pris en considération? Et si oui, qui vous avez rencontré? Merci pour la question. Je dirais que comme les travaux qui ont été faits pour C19 étaient basés sur les engagements en consultation historique, et ensuite, c'est certain que, comme j'ai mentionné, on a toujours la possibilité de consulter nos collègues aux provinces et territoires. Les provinces et territoires ont-elles été consultées au cours de l'année 2025 à ce sujet-là? Je pense que c'est complet. Réel. Oui. Oui. Je contrôle pas le temps, malheureusement. On finira avec deux témoins. M. Baber en premier pour 5 minutes et pour clore le tout, M. Chang. Ms. Wells. Madame Wells, avant de rédiger le C9, avez-vous examiné la définition de la Cour suprême de la haine? Alors, je vais renvoyer la question soit à M. Ripley ou à Mme Breeze, qui s'y connaissent mieux que moi dans le domaine. Madame Breeze, avez-vous passé en revue la définition de la Cour suprême de la haine avant de rédiger le C9, oui ou non? Oui. La définition de la Cour suprême de la haine comprend les mots « émotions de nature intense et extrême ». Pourquoi avez-vous décidé d'écarter ces termes de votre définition dans le C9? Merci de la question. La définition reflète l'ensemble de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur la haine. L'émotion nature et intense est inclus dans les mots dénigrement et détestation. Et c'est plus fort que le dédain ou l'aversion. Ça, c'est clair. Donc, l'intention est de bien rendre compte des définitions de la Cour suprême en établissant un seuil élevé. Je suis en désaccord avec vous. Nous pouvons ressentir du dédain ou de l'aversion sans qu'il ne soit intense ou extrême. Et vous avez une définition à la Cour suprême qui présente une conjonction, donc intense et extrême. Avez-vous fait des consultations avant de décider de laisser tomber cette partie de la définition, à savoir intense et extrême? Merci, M. Baber, pour votre question. Je cherche à être claire sur la perspective du gouvernement. Et j'ai bien entendu vos préoccupations. J'aimerais savoir si le ministre ou son personnel vous a ordonné de laisser tomber ces mots dans la définition. Non. Le gouvernement
estime que la définition qui est présentée reflète la position de la Cour suprême. C'est l'objectif. Mais vous pouvez avoir une émotion intense et extrême qui est très positive. Vous pouvez ressentir beaucoup de joie, beaucoup d'amour de façon intense et extrême. Je ne dirais donc pas que votre recours à deux mots tels que le dédain atteint le seuil établi par la Cour suprême. Et j'aimerais revenir à la question des poursuites privées et du processus de vérification. C'est vrai qu'un juge de la paix ou un juge aurait à donner le feu vert pour qu'il y ait une poursuite privée ou non. Cela dit, dans la plupart des cas, le plaignant pourrait interjeter appel de cette décision pour obtenir un contrôle judiciaire. Et l'accusé, dans ce cas-là, se fait inviter en quelque sorte à ces procédures, comme un partie invité. Alors, même s'il n'y avait pas lieu de déposer des chefs d'accusation criminels d'emblée, cette personne se retrouverait devant les tribunaux judiciaires, aurait à débourser de l'argent et subirait toutes sortes de préjudices. Ne voyez-vous pas comment on pourrait abuser de ce processus pour ruiner la vie de pauvres Canadiens qui ne devraient pas se retrouver devant un tribunal criminel? Merci pour la question, Monsieur Baber. Comme nous l'avons souligné, il existe des mécanismes pour nous protéger contre les poursuites frivoles et vexatoires, puisqu'il peut y avoir des répercussions sur les accusés, n'est-ce pas? Le ministre a démontré son ouverture. Il souhaite entendre le comité sur cette question. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas de mesures de protection contre les appels qui peuvent être portés pour obtenir un contrôle judiciaire. Si un accusé se retrouvait dans cette situation, il pourrait en subir les impacts. Merci. Monsieur Chang, 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci aux témoins. Si le projet de loi C9 est adopté, comment votre ministère pourra-t-il en évaluer les impacts sur les crimes de haine, les infractions de haine, et comment allez-vous vous assurer que le tout soit conforme à la Charte des droits et libertés? Merci de la question, Monsieur le Président. Si vous me permettez, je vais y répondre. Pour la conformité à la Charte, le gouvernement présente un projet de loi qu'il estime solide, puisque le projet de loi respecte d'une part les droits protégés par la Charte et d'autre part dénonce les crimes de nature haineuse. Il faut bien entendu que la loi soit respectée, ou plutôt que les lois respectent la Charte, mais il n'y a rien qui y déroge ici. Si ce projet de loi est adopté, nous aurons davantage de renseignements sur les infractions motivées par la haine. Les policiers en amont pourront déterminer si il y a des éléments de haine dans l'infraction et pourront porter des accusations à l'avenant. Alors, dans les cas où il peut y avoir des menaces de violence, par exemple, si ces dernières sont clairement motivées par la haine, le Parlement pourra avoir une meilleure idée de la fréquence de ces conduites criminelles. Merci. Mais à l'interne, avez-vous des mécanismes pour en surveiller l'impact? Merci de la question. Comme je le mentionnais au député M. Fortin, l'une des difficultés est
que ce sont les provinces et territoires de façon générale qui sont responsables de l'administration de la justice. Ce sont ces provinces et territoires qui détiennent les banques de données. Nous faisons du travail auprès des collègues des provinces et territoires dans le but d'obtenir un meilleur portrait de ce qui se passe au sein du système de justice criminelle. Ces activités se poursuivront, y compris dans le cas des crimes liés à la haine. Oui, et pourriez-vous nous parler de l'objectif de ces nouvelles infractions et de leur différence des infractions actuelles en vertu du Code criminel? Plutôt, en réponse à une question de la députée Dillon, j'ai abordé la question de l'intimidation et de l'obstruction. C'est un sujet important pour les Canadiennes et Canadiens, alors je n'ai pas pu aborder la question de l'infraction de haine autonome. Il s'agit d'une toute nouvelle infraction et l'objectif de la création de cette infraction est de reconnaître et dénoncer tous les crimes liés à la haine. Alors, il s'agit d'un changement d'une importance capitale. Cet élément de motivation de haine pourrait faire partie de la poursuite d'entrée de jeu. Et pour l'infraction liée au symbole qui est proposée, je vous en ai parlé plus tôt. Je vous ai dit que nous souhaitions reconnaître le lien entre ces symboles et les séquelles que l'utilisation de ces symboles peuvent causer pour certains groupes s'ils sont associés à des comportements haineux. Ma collègue vous a donné de bonnes explications sur les éléments qui devraient se retrouver pour que l'infraction s'applique. Merci. Cela met fin à mes questions. Il vous reste 1 minute, si vous le voulez. Quelles lignes directrices ou discrétions seront fournies sous le projet de loi C9 pour s'assurer que l'application est homogène au pays? Certaines mesures sont proposées. Nous avons parlé de la définition de haine et aussi de mettre en place cette définition qui s'appliquera. J'ai eu des échanges sur la notion de détestation ou de vilification. Il y a aussi une disposition de clarté. Ça ne veut pas dire que c'est de la haine juste parce qu'elle humilie ou offense. Le gouvernement, avec cette définition, s'assure qu'il y ait un seuil clair pour déterminer si la manifestation est extrême ou si on a l'émotion extrême. Et la façon dont le gouvernement l'a caractérisé, c'est avec le concept de détester et vilifier. Bon, nous avons terminé. J'aimerais remercier les fonctionnaires d'avoir été avec nous, d'avoir répondu au meilleur de leur capacité. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. J'aimerais vous souhaiter une bonne action de grâce. Nous aimerions souligner qu'aux témoins pour le C9, vous pouvez nous fournir la liste des témoins la semaine prochaine. Nous avons déjà tous nos témoins pour l'étude sur la libération conditionnelle. Donc, jeudi, au retour, nous allons traiter des libérations sous caution. Et envoyez-nous ça d'ici le mercredi. Je veux que tous l'entendent. Question rapide. Notre mandat et nos priorités envers le ministre Fraser, est-ce que ce sera mis à l'horaire avant d'avoir conclu les études? Bon, ça pourrait avoir priorité, oui. Merci.